La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Jean Cavaillès, l'agrégé du sabotage. Au printemps de l'année 1944, un philosophe français qui s'était intéressé aux mathématiques était fusillé par les Allemands dans la citadelle d'Arras. Il venait d'avoir 40 ans et s'appelait Jean Cavaillès. Ce philosophe, qui avait été reçu major au concours d'entrée à l'école normale en 1923, n'aimait guère les tours d'ivoire. C'est pourquoi il fut aussi un combattant, un résistant, un chef de réseau, un homme d'action et même de coups de main. Avec quelques copains, il fit gaillardement sauter des ponts, des transformateurs, des trains et des usines. Jean Cavaillès fut en somme un philosophe mathématicien bourré d'explosifs, pour reprendre les mots de Georges Canguilhem. Le mot explosif était ici à prendre au sens propre et au sens figuré, car sa pensée était elle aussi radicale. Selon lui, la tâche de la philosophie est de substituer au primat de la conscience le primat du concept. La philosophie doit refuser le déclin de la preuve pour devenir fille de la rigueur, c'est-à-dire s'apparenter davantage aux mathématiques qu'à la littérature. Philosopher, c'est démontrer et non pas verser dans le psychologisme. Philosopher, c'est une affaire de concept et non pas l'épanchement des états d'âme de l'intellect. Car la recherche de la vérité réclame qu'on s'oublie un peu. Cavaillès était entré en résistance par logique. La lutte contre l'inacceptable était nécessaire, un point c'est tout. Par lutte, il ne faut pas ici entendre l'indignation chuchotée dans les couloirs, le porte-à-porte patriotique ou l'alimentation des boîtes aux lettres en tracts vengeurs. Par lutte, il faut ici entendre le combat, les armes à la main. Arrêté et emprisonné à plusieurs reprises, évadé chaque fois sauf la dernière, Cavaillès ne renonça jamais, ni à l'action la plus subversive, ni à la réflexion la plus abstraite. En 1942, dans la solitude héroïque d'une prison, il écrivit un ouvrage intitulé « Sur la logique et la théorie de la science » qui ébranlera plus tard la scène philosophique. Cavaillès fut arrêté par la Gestapo en août 1943 à Paris, puis condamné à mort et exécuté quelques mois plus tard. Son cadavre fut jeté dans une fosse commune, avec comme seule désignation l'inconnu numéro 5. Ceux qui le fusillèrent n'avaient sans doute pas à l'esprit que pour un philosophe mathématicien, être appelé l'inconnu, cette chose que les mathématiques permettent de réduire calmement par le calcul, c'était la plus belle des épitaphes. À moins que ce fût cet autre, prononcé par Georges Canguilhem, qui écrit « D'ordinaire, pour un philosophe, écrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. » Mais Cavaillès, au moment où il faisait tout ce qu'on peut faire quand on veut mourir au combat, composait, lui, une logique. Il a donné ainsi sa morale, sans avoir à la rédiger. Fin de citation. Mais qui était donc cet homme multiple, Jean Cavaillès ? Pour le savoir un peu plus, il ne me fallait pas inviter moins de 3 personnes. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ouria Bénis-Sinasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, et vous vous êtes passionnée à la fois pour les travaux philosophiques et mathématiques de Cavaillès, et aussi pour sa vie. Je reçois également Alia Aglan, historienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la résistance et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et enfin, Jean-Jacques Cessignars, philosophe, mathématicien comme Cavaillès, mais toujours vivant. Et vous êtes président des Amis de Jean Cavaillès. Alors peut-être pour nos auditeurs, peut-on d'abord parler de qui était Cavaillès, où est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a vécu avant cette période très chaude de la résistance. Ouria Sinasser, peut-être. Cavaillès est né dans le sud-ouest de la France, dans une famille, le père était militaire, c'est une famille de protestants, donc stricte. Il a appris de ses parents déjà une certaine rigueur. Et aussi, c'était quelqu'un qui ne tenait pas en place parce que son père se déplaçait au gré des différentes garnisons. Et donc, il n'a pas été assigné à un lieu tout au long de ses études, mais il s'est toujours adapté et fait remarquable, même très jeune, enfant et adolescent, il travaillait tout seul. Il écrivait tout seul. Il a tenu sur la Première Guerre mondiale un carnet.
Et donc, il s'intéressait déjà à ce qui se passait dans le monde à un âge qu'on peut qualifier de tendre. Alors ensuite, il a fait des études. Encore une fois, il a préparé tout seul le concours de l'école normale supérieure parce que l'atmosphère de Louis le Grand lui insupportait. Et il est rentré donc major, vous l'avez dit, mais en ayant préparé tout seul. Et là, bien à l'école normale, il semble impressionner immédiatement tous ses condisciples. Il avait une aura, il rayonnait par sa personnalité d'abord, et sans doute aussi par le fait que c'était quelqu'un qui mesurait beaucoup ses paroles et qui ne s'épanchait pas, comme vous avez dit tout à l'heure, mais évidemment, voilà. Et aussi parce qu'il s'était tout de suite, il est rentré en philosophe, mais il a fait des mathématiques, il a passé des diplômes, et il a enseigné la philosophie aux mathématiciens ou aux scientifiques, et les mathématiques aux philosophes. Alors c'est ainsi qu'il a été à cheval, si on peut dire, entre mathématiques et philosophie. Il a même quand même en mathématiques, en logique disons, publié un petit article sur la définition du fini. C'est un article qui n'a pas eu une grande postérité purement mathématique, mais qui prouvait qu'il pouvait manipuler. C'était pas juste un amateur, il manipulait la chose mathématique. Il est allé en Allemagne ensuite après. Oui, alors là, il n'était pas le seul, mais il a bénéficié de ces fameuses bourses Rockefeller. Mais il a été quand même un des premiers à aller. Et là, il est allé en fait pour étudier la sociologie et la religion, le protestantisme allemand. Et l'Allemagne a été tout à fait importante dans sa carrière parce que c'est en Allemagne qu'il a découvert l'article de Fraenkel sur la théorisation, sur Cantor, sur Georg Cantor, le mathématicien, qui est le fondateur, un des fondateurs avec Richard Dedekind de la théorie des ensembles. Et ce gros article de 30 et quelques pages l'a beaucoup impressionné et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de changer son sujet de thèse, d'abandonner les probabilités, ce en quoi il n'a peut-être pas eu tout à fait raison, pour l'histoire de la théorie des ensembles. Et là, évidemment, il a connu quelques acteurs, parmi lesquels la grande mathématicienne Emmy Noether, avec laquelle il a collaboré pour publier la correspondance en allemand à Paris chez Hermann, entre Cantor et Dedekind, sur la théorie des ensembles. Alors vous parlez d'Hermann, et Hermann publie un hommage à Jean Cavaillès. Ce sont les actes d'une journée d'hommage qui s'est tenue le 14 février 2014, donc 60 ans après la libération de Paris. Et il a rencontré aussi Heidegger, je crois, en Allemagne. En tout cas, il a entendu une conférence. En Allemagne. Je crois que la première fois qu'il a vu Heidegger et Cassirer, c'était à Davos, en Suisse, où il s'est rendu avec Bouglet et avec son maître aux entretiens qui essayaient d'établir une sorte de paix et de collaboration intellectuelle entre les Français et les Allemands. Ça, c'était en 29. Et c'est-à-dire pour surmonter l'antagonisme franco-allemand qui était issu de la Première Guerre mondiale. Et alors là, il est allé donc à ce qu'on appelle les entretiens de Davos et il a écrit une sorte de minutes de ce qu'il a vu de ces entretiens, qui est conservé, que nous avons. Et là, il a donc, pour la première fois, il a écouté ce qu'il a appelé l'étoile montante, c'est-à-dire Heidegger. Et il y avait en même temps Cassirer et puis d'autres intellectuels. Il y avait Jaspers, il me semble bien, et d'autres. Et donc, ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'à l'époque, Cavaillès ainsi que d'autres normaliens de la rue d'Ulm étaient tout à fait pacifistes, parce qu'ils pensaient qu'ils ont milité d'abord pour la paix. Et ils pensaient qu'établir la paix entre la France et l'Allemagne, c'était établir la paix en Europe. Donc ça faisait suite aux fameux, c'est pas les entretiens, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Locarno, qui ont, voilà. Et malheureusement, ça n'a pas eu une très longue durée. Ces entretiens de Davos ont duré quelques années, 3 ou 4 ans peut-être seulement, puisque en 1933, déjà, on savait qui était au pouvoir en Allemagne.
Mais est-ce qu'il était fréquent à l'époque que des philosophes s'intéressent aux mathématiques? Il y en a eu d'autres à l'école normale, comme Albert Lothman et quelques Absolument. autres. Ce n'était pas absolument original. C'était pas exceptionnel, mais c'était quand même pas complètement la moyenne, la norme, disons. Il y avait une doctrine qui a duré d'ailleurs longtemps. C'était que en philosophie, il faut connaître d'autres disciplines. La philosophie étant une réflexion générale sur des spécialités. Et donc voilà. Et aussi, il y avait une disposition, je ne sais pas si elle existait du temps de Cavaillès, mais en tout cas, elle a existé du temps où moi j'ai passé l'agrégation encore, c'est que les philosophes qui voulaient présenter une agrégation de philosophie étaient tenus d'avoir présenté auparavant et réussi un certificat de sciences. Ça pouvait être les mathématiques, mais ça pouvait être la physique, la biologie, la psychologie, les sciences sociales. Donc, mais Cavaillès lui-même, il a d'ailleurs soutenu 2 thèses en 1937. 37-38, c'était la norme. À la Sorbonne. On avait la grande thèse et la thèse complémentaire. Alors, sa grande thèse, c'est celle sur le... Remarque sur la formation de la théorie abstraite des ensembles. Non, ça, c'est la thèse complémentaire. Okay. Alors, ça c'est s'appelle une méthode thèse historique axiomatique et formalisme. C'est ça. Ça, c'est la thèse de philo, si je puis dire. Ou qui quand même regarde énormément de mathématiques. Ça commence d'ailleurs sur Borel, et voilà, sur les ce qu'on appelle les semi-empiristes français, parce qu'ils voulaient savoir ce que c'était qu'une méthode effective. Qu'est-ce qu'un calcul? C'est comme ça que ça démarre, la méthode axiomatique et formalisme. Qu'est-ce qu'un calcul effectif? Qu'est-ce que quelque chose qui vous donne un résultat concret? Et puis après, ça bifurque. Après une trentaine de pages, on va à Kant, parce que Kant, c'est le point de départ philosophique de Cavaillès. Il y revient toujours. Ce n'est pas son seul point d'ancrage philosophique, mais pour la théorie, pour la doctrine de la raison qu'il voulait établir, il repartait toujours de Kant. Mais c'est peut-être pas celui qui a eu sur lui l'influence la plus, je dirais, insidieuse, car cela, c'était dû à Spinoza, philosophe très important pour lui, dont il cite à peu près presque rien, jamais, rarement le nom, et en tout cas presque aucun passage. Une seule fois, je connais un seul passage dont il a cité quelques bribes. Pourquoi? Parce que, probablement, c'est juste une explication de ma part, c'est une philosophie dans laquelle il voyait en même temps une grande règle de vie. Et c'est par ce biais que Spinoza l'intéressait. Et donc, ça a eu une influence. Et petit à petit, d'ailleurs, il a fini, à la fin sur la logique et la théorie de la science, par penser que même la grande idée de Spinoza, à savoir que une idée ne se rapporte pas à un objet extérieur, mais elle se rapporte à une idée antérieure ou connexe, eh bien, ça pouvait être un bon schéma pour expliquer le développement des mathématiques dites modernes, à l'éclosion desquelles il a assisté directement, déjà en Allemagne, et puis en France, avant même que les bourbakistes aient occupé réellement le terrain. Parce qu'il faut dire que les articles de Cavaillès sur l'axiomatique, ils sont antérieurs à ceux, par exemple, d'Henri Cartan. Chronologiquement, je veux dire, d'Henri Cartan, je me souviens, c'est 40 ou enfin la fin des années 40, ça doit être 48 ou 49. Cavaillès, c'est 37, 36, 38. Donc c'est quand même 10 ans avant. C'est ce qui donne une idée de l'acuité de sa perception des enjeux, aussi bien philosophiques que mathématiques. Alors après avoir passé ces 2 thèses, il devient maître de conférence à Strasbourg. Et puis il a d'abord enseigné au lycée à Amiens. Et là, ça a été très important parce qu'il a eu des élèves. Il a enseigné, d'ailleurs, pour compléter son horaire, il a enseigné la littérature. Et chose dont quelqu'un qui n'est plus parmi nous, hélas, se souvenait, il a enseigné, il a fait lire le Cid, Victor Hugo, Rimbaud, par lequel il a beaucoup impressionné ses élèves. Mais notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Pierre-Yves Camus, celui dont vous parlez, qui est mort récemment, mais qui participait à ce colloque de 2014. Exactement. Et qui a travaillé pour Cavaillès. Et qui se souvenait très bien de Cavaillès leur expliquant le bateau ivre qui ressurgit d'ailleurs dans les lettres que la sœur de Cavaillès, Gabrielle Ferrière,
a publié dans son livre « Un philosophe dans la guerre ». Et ce bateau-ivre, il ressurgit au moment où il a enseigné quoi ? La philosophie des mathématiques. Et donc, contrairement à ce qu'on peut dire, il n'était pas du tout fermé à la littérature, bien au contraire. Mais bon, c'était un champ connexe. C'était peut-être pas son champ principal, de même que la musique, par exemple, ou l'intérêt pour la peinture, l'intérêt pour les arts. C'était des champs connexes à son champ principal, celui de sa profession, qui était d'enseigner la philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques et de la logique. Et vous dites qu'il avait l'habitude de travailler seul, ça veut dire qu'il discutait peu, il participait à des colloques, il se contentait de lire et d'écrire des livres ou des articles? Non, pas du tout, parce que je pense qu'à l'école, d'après les témoignages que nous avons, et puis même le fait qu'il enseignait, il avait des élèves. Non, il était très, très présent, il a dirigé des... Il a dirigé. Caïman Pardon. En philo, il était caïman. Donc, oui, il était caïman. Donc pas du tout. Non. Mais disons que c'était pas quelqu'un qui s'épanchait beaucoup en parole. Et dans ses écrits, même ceux qui sont antérieurs à celui qui a été écrit en prison. Si vous prenez sa thèse principale, méthode axiomatique et formalisme, ou même son histoire de la théorie des ensembles, vous avez des phrases qui sont quand même très elliptiques. Il faut s'accrocher. Ça se lit pas exactement comme un roman fleuve, disons. Voilà. Donc, il faut lire posément, tranquillement, et ça devait correspondre à... Voilà. Il était extrêmement concis. C'est-à-dire qu'il n'étalait pas, il ne dépliait pas. Si on veut prendre un langage leibnizien, il ne dépliait pas tout ce qui était enveloppé dans ce qu'il disait. Alors nous allons y revenir, mais il faut parler d'une deuxième période charnière dans la vie de Cavaillès. Avec vous, Alia Aglan, vous êtes historienne spécialiste de la résistance. Comment ça se passe, son entrée quasi immédiate dans la résistance ? On pourrait dire qu'il commence par s'évader comme prisonnier de guerre, ce qui est déjà un acte, si ce n'est de résistance, en tous les cas, qui autorise la résistance. Comme il est à Clermont-Ferrand, puisque l'université de Strasbourg est repliée à Clermont-Ferrand, il va commencer par faire la résistance qu'on fait quand on n'a aucun moyen et qu'on n'a pas de consigne et pas de contact avec les services secrets extérieurs. C'est-à-dire qu'ils vont, avec Lucie Aubrac et d'autres, inventer une forme on va dire de pré-résistance qui consiste à faire justement des tracts, des actions clandestines, etc. Et ensuite, il va s'intégrer dans un mouvement qui se développe en zone sud, qui s'appelle Libération Sud, qui est essentiellement constitué de personnalités, d'intellectuels. C'est Emmanuel Dacier de la Vigerie qui est à la tête de ce mouvement, Pascal Copeau. Et puis très vite, il demande à être nommé à la Sorbonne, parce que la Sorbonne, c'est la Sorbonne bien sûr, mais c'est surtout la zone nord. Et là, la zone nord est occupée. En novembre 42, toute la France est occupée, mais enfin en tous les cas, quand il demande à rejoindre la Sorbonne, où il va donc enseigner, tout en s'intégrant dans d'autres groupes de résistance, c'est Libération Nord, ce sont des syndicalistes, chrétiens, cégétistes, avec lesquels il s'entend pas beaucoup, mais au départ, si vous voulez, il va faire l'action. En fait, ce qui est fascinant dans la résistance de Cavaillès, c'est qu'il fait toujours la résistance du moment. C'est quelqu'un qui est vraiment très ancré dans le temps qui est le sien. Et je ne sais pas s'il avait écrit sur la résistance, il aurait peut-être expliqué que de toute façon la résistance crée un temps qui n'était pas prévu. Parce que normalement, les vaincus, si la défaite est définitive, ils sont vaincus. Soit ils s'accommodent avec les Allemands, soit ils vont à Vichy, enfin ils font autre chose. Les résistants, d'une certaine manière, c'est des invaincus. Et à Libération Nord, il va s'occuper pendant un temps du journal clandestin Libération Nord avec son ami Jean Texier, qui est très important, qu'il a aussi introduit avec parodie dans ce qu'on pourrait appeler ces élites résistantes. Et ensuite, son parcours va être très lié à celui de Christian Pineau, qui est le chef historique de Libération Nord, qui est un des premiers chefs de la résistance intérieure à aller voir De Gaulle à Londres, qui en rapporte un manifeste politique dans lequel De Gaulle explique qu'en gros, c'est pas un dictateur, mais que bien sûr, il est républicain, ce qui permet quand même le ralliement des mouvements, au moins à la personnalité de De Gaulle, comme symbole, chef de la résistance.
Et depuis Londres, finalement, c'est Pinault qui va le recruter pour le BCRA, c'est-à-dire les services secrets gaullistes, Bureau central de renseignement et d'action, pour créer 2 réseaux, un en zone nord, qui s'appelle Phalanx, et un autre qui s'appelle aussi Phalanx, mais en zone sud. Et à partir de là, il devient chef de réseau, puisque Phalanx, zone occupée, est devenu le réseau Cohorse. Et à l'intérieur de Cohorse, il va inventer sa propre résistance. Et ce qui est très captivant, c'est que finalement, on aurait pu penser que Cavaillès allait s'intégrer dans les VIP de la résistance. C'est-à-dire qu'il aurait pu, évidemment, il était dans les cadres, et les cadres pensants, parce que comme la résistance s'invente sans arrêt, il faut la penser, il faut l'inventer, et puis il faut la faire. Il aurait pu finalement avoir un rôle, je sais pas moi, à la hauteur de Brossolette ou de Moulin ou du colonel Passy. Et lui, il va plutôt dans une sorte d'urgence, mais qui est celle de la guerre, hein, puisqu'à partir du moment où les Alliés débarquent en Afrique du Nord, tout le monde attend l'action. Et lui, plutôt que d'attendre l'action, il va rétrécir à chaque fois ses rayons d'action. La grande prospective politique, ça suffit. La préparation de l'après, ça ne l'intéresse pas. De l'après politique, ça ne l'intéresse pas. Parce que, bon, lui sait de toute façon, il est philosophe et il va pas changer d'identité, il va pas devenir ministre, il a pas d'ambition en termes institutionnels dans la résistance. Par contre, il sait que le temps se rétrécit. Et donc, il va... à partir de 43, se spécialiser dans ce qu'on appelle l'activité immédiate. Alors, l'action immédiate, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on fait au lieu d'attendre le débarquement ou d'attendre que la guerre se termine sur le front russe. Est-ce qu'on va combattre avec la peau des Russes ou est-ce que on organise une armée pour le jour J? Lui dit, moi, je fais des groupes francs, une action de groupe franc, et c'est en cela qu'il est très subversif, mais tellement dans son temps que l'action immédiate, c'est ce qu'on fait en 43. Donc en fait, quand il fait un journal clandestin, c'est l'activité des années 40-41. Quand en 42, il est chef de réseau, c'est ce qu'on fait à partir de 42, parce qu'on a le contact avec Londres et qu'on a ces liaisons radio. Mais il cherche l'autonomie. Il laisse Libération Nord et les syndicalistes qui savent pas exactement comment préparer le lendemain, mais en tous les cas préservent d'une certaine manière les troupes pour l'action au jour J. Et lui va au combat, et c'est ça, ses activités d'action immédiate. Alors vous dites à Léa Gland qu'il ne change pas d'identité, mais il a quand même un nombre de pseudonymes incroyables. Oui. Marty, Chenevière, Daniel, Hervé, Bucéphale, Carrière, Benoît, Crillon, l'agrégé du sabotage, que je reprenais tout à l'heure. Alors l'agrégé du sabotage, je pense que c'est Canguilhem qui a dit ça de lui après-guerre. Hein. Mais oui, tout ça c'est des pseudonymes, mais ça veut dire quand même qu'il a un nombre d'activités clandestines absolument inouï, puisqu'à chaque nom correspond une activité dans une région. Et donc il est connu de X personnes sous ces pseudonymes-là. Et d'ailleurs, ça va pas mal embrouiller les Allemands. Alors, il y a quand même plusieurs services allemands qui vont converger dans sa traque et qui se gênent d'ailleurs mutuellement. Benoît Verny a très bien étudié ça. C'est une longue traque. Hein. Ils le connaissent sous le nom de Marty. Voilà, il y a une affaire Marty que suit l'Abwehr, les services qui sont installés au Lutetia, avec infiltration, c'est le service Léopold. Alors là, c'est comme un roman policier, si vous voulez, parce qu'on infiltre son réseau, quelqu'un est chargé, un agent va monter dans le réseau jusqu'à la tête du réseau et va donner un certain nombre d'agents, et il est victime de ça. Mais pour ce qui est de sa chute elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il est fusillé, c'est des activités de sabotage qu'il a établies avec d'autres groupes dans le nord de la France. Et vous savez que le nord de la France n'était pas rallié au commandement militaire parisien, mais à celui de Bruxelles. Et donc le nord et le Pas-de-Calais, c'est le MBB, hein, c'est pas le MBF. Et sans doute est-il tombé pour d'autres activités avec d'autres groupes dans une autre région avec un autre mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'il a été fusillé plutôt que déporté, par exemple? Il était normalement déporté. C'est-à-dire, en fait, il est condamné à pas mal de choses, Cavaillès. D'abord, il a un dossier. Il a un énorme dossier. Déjà, en 42, quand il essaye de rejoindre Londres et qu'ils se font arrêter avec Christian Pinault, bon, de toute façon, là, il
il est condamné à de la prison, il perd, ses biens sont confisqués. Enfin voilà, c'est une première exclusion, on va dire, de l'État français. Ensuite, quand il est arrêté avenue de l'Observatoire après une traque et une souricière, on le garde au secret à Fresnes, mais il a de quoi travailler, écrire. Enfin, non, il est pas. On n'a pas le témoignage. Gaston Bachelard lui envoie des livres. Voilà, ça veut dire oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas trop maltraité, en tous les cas respecté par ceux qui l'interrogent. On sait qu'il va au camp de Compiègne, et moi j'avais vérifié que son nom était bien sur les registres pour déportation, sauf que juste avant d'être déporté, il ne prend pas le convoi, on vient le chercher pour une autre affaire, et celle-ci est beaucoup plus sérieuse visiblement, parce qu'il est fusillé, et donc son corps est enterré dans une fosse commune avec, je dirais, les gars de l'OCM, l'organisation civile et militaire. Et si on fusille en 44, c'est vraiment pour fait de sabotage, parce que ça, voilà, les ordonnances allemandes sont extrêmement sévères là-dessus. On est jugé par un tribunal militaire et on passe directement à l'exécution. Et on ne connaît pas avec précision la date de son exécution. On la connaît pas exactement. Sur son dossier militaire, enfin l'état de ses services conservé à Vincennes, il y a cette date du 17 février, donc on a tous pris de bonne foi parce que à partir du moment où on vient le chercher à Compiègne pour l'interroger, on sait qu'il est à Arras. Complément d'instruction, c'est tout ce qu'on arrive à savoir dans les documents qui sont demandés après-guerre. On ne sait pas exactement, on se doute que c'est une autre affaire. C'est-à-dire cette fois-ci, c'est Marty ou c'est peut-être Bucéphale, Daniel, Chenevière, on ne sait pas quelle autre affaire. Par contre, il y a un autre historien qui a travaillé sur la répression dans le Nord-Pas-de-Calais et qui établit par un raisonnement qui me paraît assez juste que si il est enterré dans une fosse commune, et alors une mort sans sépulture, c'était aussi une manière infamante pour les Allemands de traiter ceux qu'ils ne considéraient pas comme des combattants, en tous les cas pas des réguliers. Vraisemblablement, c'est la proximité des corps qui date un peu cette affaire organisation civile et militaire et qui ferait pencher plutôt vers début avril, 5 avril exactement. Et c'est évident que c'est des affaires de sabotage. Mais on lit parfois que le personnage incarné par Paul Meurice dans l'Armée des Ombres, qui rend visite à Lino Ventura, qui a trouvé refuge dans une ferme, je crois. Qui est au vert, comme on dit. C'est Cavaillès, est-ce que c'est vrai? Oh ben oui, mais c'est évident, c'est Luc Jardy. Mais tous les personnages sont un tricotage de plusieurs personnages. Donc c'est à la fois Jean Moulin, voilà. Cavaillès. La transfinie est continue sur la table. Exactement. Et c'est du Jean Moulin Cavaillès, mais plus du Cavaillès. Et bon, c'est un hommage que Melville lui rend, Melville qui avait été lui-même résistant, etc. L'Armée des Ombres, c'est évident que voilà, c'est. Mais Joseph Kessel avait inventé cette histoire de l'Armée des Ombres à la demande de Gaulle. Il l'écrit pendant la guerre, en 43. Il prend des histoires vraies, donc c'est ce que l'on sait depuis Londres au BCRA, et il tricote des personnages entre eux, et donc voilà, le Luc Jardy a beaucoup de Cavaillès. Alors Lucie Aubrac écrit de Cavaillès, il était capable en même temps de concevoir un cours, de rédiger un article, de trouver un moyen de se procurer des renseignements, d'organiser un sabotage et de mettre au point une méthode de codage. C'est-à-dire que même pendant cette période de résistance, où à mon avis on dort pas très bien, on est obligé de changer d'adresse en permanence, on est inquiet, il arrivait à continuer son travail de chercheur? Ça, c'est assez inouï. En tous les cas, je ne connais pas d'autres cas de résistants qui aient en même temps investi son activité intellectuelle et organisé je ne sais combien d'activités parallèles dans diverses régions. Aurélia Silasseur, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais confirmer ce que disait Alia. Il a été fusillé à cause des actions de sabotage. Quand les Allemands ont compris que Daniel, c'était Marty, c'était X, c'était Y. Quand ils ont fusionné les pseudos. Quand ils ont fusionné les pseudos, ils ont compris que... C'était un gros cas. Voilà, que c'était le saboteur. Et là, évidemment, pas de pardon. Pas de pardon, c'est comme ça. Et par ailleurs, bon, pour sa capacité à penser dans n'importe quelle circonstance, ça, je crois que tous les gens qui l'ont connu en témoignent.
Mais les lois sont très strictes, hein, et puis dès l'été 40, toute personne qui est prise à saboter, mais ne serait-ce qu'une ligne télégraphique, est fusillée. Donc, Voilà. car les Allemands ont quand même soin d'introduire le droit pénal allemand en France en mai 40, c'est-à-dire avant même l'armistice. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, dans ce livre qui nous rassemble, hommage à Jean Cavaillès, qui vient de paraître aux éditions Hermann, quelqu'un raconte qu'il a été vu à l'hôtel Lutetia le 31 décembre 1943. Le Lutetia, c'est là qu'était la Gestapo. L'Abwehr. Comment est-ce qu'on comprend cette présence? Il avait, paraît-il, l'air complètement désespéré. Oui, alors ça, c'est un travail qu'a fait Benoît Verny dans une autre biographie collective de Jean Cavaillès, qui s'appelle Jean Cavaillès résistant ou la pensée en acte, à laquelle Auréa Sinasseur d'ailleurs avait participé, et qui reconstitue cette traque pour comprendre cette scène qui nous est rapportée par des témoignages. On a dû évidemment croiser. Il faut comprendre que on peut négocier ou feindre de négocier avec les gens de l'Abwehr. Sachant que l'Abwehr, c'est pas tout à fait la Gestapo et c'est pas les mêmes méthodes. Et Benoît Verny, qui connaît très bien ce milieu de la résistance et qui est d'ailleurs très spécialiste du mouvement de l'organisation civile et militaire, a expliqué ce témoignage par une hypothèse, qui est celle de travail, qui consiste à dire, certes, il a été vu, l'air désespéré. Alors, est-ce que c'était à la fois pour le discréditer que les Allemands lui offrent à dîner, soit parce qu'il réussit à leur faire croire qu'il va être retourné, qu'il accepte d'être retourné et de collaborer, ce qui pouvait amoindrir sa peine et sauver le reste du réseau. Jean-Jacques Seigneur, ce que je vous ai présenté comme philosophe mathématicien, comme Cavaillès. Oui, c'est rester modeste. Oui, mais moi je voudrais dire les choses un peu différemment. J'ai vécu dans ce milieu de la résistance de l'après-guerre et si vous voulez, Cavaillès joue un rôle très important dans mon imaginaire et aussi dans l'imaginaire normalien. Et alors évidemment, il y a une partie qu'on pourrait dire un peu mythique, mythologique, mais il y a une partie qu'on a reconstituée et qui est là aussi sur laquelle il faut attirer l'attention. D'abord, ce qui était tout à fait sans doute unique dans cette période de l'avant-guerre ENS, c'est ce bain qui existait commun entre les mathématiciens et les philosophes. Certainement que on retrouvera peut-être plus cette atmosphère qu'il y avait, et on peut citer les relations qui existaient entre Cartan, Cavaillès, André Weil, les conversations, le personnage de Herbrand, et donc il y a ce rôle, ce bain-là qui fait que en même temps s'est développé aussi l'école mathématique française. Tout ça s'est passé pour une grande partie dans le même lieu. Hein, donc, sans vouloir vraiment insister sur cette excellence, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a le fait que Cavaillès a joué un rôle important à l'intérieur de l'école, de l'ENS. Il a formé les normaliens, il était caïman et il a joué un rôle dans la préparation à la grecque. Et j'ai nombre d'anecdotes de professeurs que j'ai eus qui me racontaient qu'ils ont passé des leçons avec Cavaillès et comment ça s'est passé. Et donc, il avait un rôle là aussi très important. Et donc, ce qui veut dire que Cavaillès, d'une certaine manière, représente à la fois une tradition extrêmement classique en philosophie, une connaissance extrêmement classique en philosophie et de l'histoire de la philosophie. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart de ses ouvrages. Dans l'ouvrage qu'on a appelé la logique et la théorie de la science, il y a un nombre d'auteurs qui comparaissent là-dedans, qui demandent vraiment une culture de l'histoire de la philosophie très très importante. Et à travers cette connaissance approfondie de la philosophie classique et de l'histoire de la philosophie, il y a cette pénétration dans le monde mathématique et dans le monde des mathématiques en train de se faire. Et quand vous mettez tout ça ensemble, ça produit une philosophie d'une
qui est inachevée puisque Cavaillès est mort jeune, mais qui est une philosophie d'une très grande puissance et qui a une postérité et qui est inachevée bien entendu et qui a mobilisé diverses générations d'après-guerre qui ont travaillé dans ce sillon de façon très différente. Alors nous allons revenir, Jean-Jacques Cessignars, sur cette philosophie, mais avant c'est à vous qu'il a été demandé de choisir un morceau de musique pour l'émission et vous avez choisi une chanson des soldats polonais, je crois. Oui, c'est un chant qui raconte le soir dans une forêt polonaise un soldat qui écrit à sa fiancée qu'il ne pourra sans doute pas revenir, qu'il ne pourra pas la revoir parce qu'il va aller au combat, et donc c'est une version mélancolique qui retrace la guerre, les situations de la guerre en Pologne. Zaraz idę w nocy mrok, nie wyglądaj za mną oknem, gdy utonie próżno wzrok. O cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać, dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brama. On vous sent ému, Jean-Jacques Cessignars, mais vous êtes le seul à comprendre les paroles. Nous avons changé de pays. Mais les paroles, la musique les porte. Je suis triste parce que je ne pourrai plus te revoir, parce que c'est już do siebie przyjść nie mogę. Je veux dire, je ne pourrai pas revenir chez moi. Alors, Aurélien, c'est bien sûr de l'article que vous consacrez à Cavaillès dans cet hommage consécutif au colloque du 17 février 2014. Votre article s'appelle « La pensée et l'action ». Et vous utilisez l'image du grimpeur, de l'alpiniste, pour comparer la démarche intellectuelle du mathématicien qui combine l'action et la compréhension. Comprendre, c'est agir. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Spinoza, ça ? Ça, on peut dire que ça vient de Spinoza conjugué à Pascal. Parce que cette citation, cette image qui se trouve en une demi-phrase dans son article sur le Paris, elle est justement, c'est un article où il revient à la théorie des probabilités naissantes, qui est en train d'être axiomatisée par Kolmogorov, et il a cette image extraordinaire pour caractériser la pensée en acte, justement, c'est-à-dire non pas la pensée théorique, mais la pensée vivante en train de se faire, l'image du grimpeur qui doit ne pas lâcher prise pour ne pas tomber. Et donc là, on a vraiment une image extraordinaire qui montre quel philosophe il était et quel penseur de l'action il était. Quand je dis la pensée et l'action, en fait, c'est la pensée de l'action et la pensée en tant qu'acte, et non pas seulement une théorie inerte, complètement fossilisée. Et la pensée ne doit pas se fractionner. Expliquez-vous. Oui. Toutes les disciplines doivent collaborer. Pour lui, en tant que personnage, il m'a semblé, en tant que personnage philosophique, il a fait différentes choses qui étaient connexes les unes aux autres, mais pour lui, elles avaient une unité. Et moi, je dirais que cette unité, elle n'est pas tant logique qu'en réalité éthique. Et c'est là que l'ombre de Spinoza plane vraiment sur Cavaillès, puisque c'est l'éthique de Spinoza. Le livre maître de Spinoza, c'est une éthique. Ce n'est pas une logique, même si il est moré géométrico. Comment est-ce que vous comprenez, Aurélien Cessignars, cette phrase qu'il écrit à Étienne Borne ? Il dit « Quoi de plus pieux qu'un travail de physicien ou de biologiste ?» Comment est-ce qu'il faut la comprendre ? Moi, je ne sais pas comment il faut la comprendre, mais moi, je la comprends en ce sens que il n'y a pas dans sa pensée une séparation entre la disposition ou l'attitude religieuse et l'attitude du scientifique. Il y a une même dévotion à ce qui est à faire et ce qui appelle une action de la part du penseur ou du religieux, si vous voulez. Alia Aglan.
En vous écoutant parler de Spinoza, moi je pensais au général de Gaulle. Je ne sais pas s'il a lu Spinoza, mais il y a un discours du 3 août 1940 où il dit, depuis Londres, alors bon, la résistance n'existe pas, qu'elle soit extérieure ou intérieure, à cette date-là, voilà, on a presque rien comme embryon. Il dit, voilà, par les temps difficiles, il faut penser, vouloir, agir. Et penser, vouloir, agir, pour moi, c'est un triptyque qui définit assez bien et la résistance de Cavaillès comme une action non fragmentée, parce que c'est pas penser ou vouloir et peut-être agir, c'est penser, vouloir, agir en même temps. Et c'est pour ça qu'en vous écoutant, Ouria, je me suis dit, mais je ne sais pas si De Gaulle était spinoziste, mais en tous les cas... Je ne sais pas. Parce qu'il dit dans le flot... Non, parce qu'il dit dans le flot de la guerre mondiale, enfin, il le dit autrement, tous ceux qui ne savent pas penser, vouloir, agir seront balayés. Mais quand on dit il est entré en résistance par logique, ça veut dire que, en effet, c'était une sorte de nécessité qui ne se discute pas. Absolument. Oui, c'était une nécessité, mais moi je dirais que c'était une nécessité autant et plus éthique que logique au sens de logique formelle. C'est pas une logique formelle, c'est une logique de la vie. De la vie active, de l'urgence. C'est une logique de l'urgence. Ce n'est pas une logique au sens des logiciens formels. Et il la partage avec les autres résistants qui disent je ne sais pas s'ils ont pensé, voulu et agi, mais en tous les cas, ils ont réagi immédiatement. Et on ne sait pas par quel circuit intellectuel ça passe, mais certains l'ont vécu comme une nécessité viscérale. Enfin, certains disaient, quand on voyait les Allemands défiler, on avait mal au ventre. Alors Cavaillès, lui, l'a rattaché à Spinoza, puisque Spinoza est le grand philosophe classique de la nécessité, non pas du déterminisme, mais de la nécessité. Et Cavaillès, en tant que philosophe, a beaucoup balancé le problème, qui consiste à se demander s'il faut opter pour la contingence ou pour la nécessité. Il semble qu'il ait opté pour la nécessité, en tout cas dans l'action, même s'il n'a pas du tout minoré le poids de la contingence. C'est pas qu'il a ignoré la contingence, c'est qu'il a voulu la surmonter. C'est l'idée que le sujet est de peu de poids vis-à-vis de la nécessité dans laquelle il se trouve pris. Voilà. C'est très bien dit. C'est un peu compliqué, mais c'est le fait qu'il est de façon contingente engagé dans une nécessité qui fait qu'ensuite cette contingence se trouve devenir une nécessité. Donc il y a de façon un peu compliquée de dire qu'il y a une nécessité de la contingence qui est établie et pour moi, alors évidemment sans exagérer trop, mais je veux dire que c'est la discipline qu'on apprend quand on fait des mathématiques. Alors ça ne veut pas dire que tout mathématicien va devenir un résistant, et on sait que ça n'est pas le cas, mais je crois que chez Cavaillès, il y a cette pratique, cet exercice éprouvé de la rigueur mathématique a contribué très largement à former sa pensée philosophique qui elle-même était aussi lui a permis de décider, d'agir. Vous voulez dire que son apprentissage des mathématiques l'a prédisposé à son entrée radicale dans la résistance ? Prédisposé, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons qu'il y a un apprentissage de la rigueur de pensée dans tous les sens du terme, avec sa dimension éthique dont a parlé Ouria tout à l'heure, et qui est consubstantielle à la rigueur disciplinaire. Et je crois que Cavaillès c'est ce qui nous apprend. Si je peux me permettre, je dirais, pour paraphraser une pensée de Cavaillès, une pensée muette, l'événement est contingent, l'action est nécessaire. Moi, j'ajouterais que pour ceux qui ont fait le choix de la contingence, c'est-à-dire qui ont accordé plus d'importance à la contingence, ils se sont dit réalistes, et c'est exactement ce que raconte Pierre Laval pour justifier la collaboration avec les Allemands. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Laval ne dit pas, on va se soumettre, etc. Non, il dit, voilà, moi, je suis réaliste. Et ce qui pèse, ce qui compte, c'est la contingence, et donc pas la nécessité. Et alors, il était très cohérent, parce que Cavaillès, philosophiquement, n'était pas réaliste. Mais aucun résistant n'a été réaliste. Est-ce qu'on sait, Alia Aglan, comment ça s'est passé, l'écriture de ce livre que je citais tout à l'heure, qu'il a écrit en prison en 1942 ?
Est-ce qu'on a des détails? Comment est-ce qu'il était logé, si j'ose dire, dans la prison? Comment est-ce qu'il pouvait travailler? Malheureusement, on n'a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une correspondance? Non, on n'a pas de documents. En fait, ce qui est document émanant de la source Cavaillès pendant l'occupation, ce sont les courriers qu'il envoie à Londres comme chef du réseau Corse. Donc c'est pas vraiment... c'est extrêmement précieux, bien sûr, parce que c'est là qu'il dit... il nous faut du Chatterton, venant de moi, ça ne doit pas vous étonner. On travaille dans la joie, alors que bon, c'est la catastrophe, il y a des arrestations partout. Voilà, ça c'est la seule voix vraiment personnelle qu'on ait en termes de source de Cavaillès. Ensuite, il y a eu des témoignages, parce que c'est quand même quelqu'un qui a assez fasciné ses contemporains, et même au-delà. Il avait visiblement de l'ascendant. Il a embarqué des jeunes gens dans la résistance. On n'a pas parlé de Jean Gosset, mais c'est quand même très important, parce que c'est lui qui va prendre la succession à la tête de Corse et des groupes d'action. Donc il a eu assez d'ascendant pour emmener les autres. Sur la rédaction de ce livre, on a que le témoignage de sa sœur, Gabrielle Ferrière. Il comptait le reprendre. Il n'était pas. C'est un livre qui est inachevé. Il était insatisfait de sa rédaction. Donc. Oui, en même temps, quand même, il l'a confié pour que ce soit pas perdu, parce qu'il pensait bien que ça serait peut-être son dernier acte de philosophe. En tous les cas, Fernand Braudel a écrit sa thèse. Alors lui était prisonnier de guerre en Allemagne. Donc c'est pas le seul à avoir pu mettre à profit un emprisonnement pour travailler, sachant que il est beaucoup moins dangereux d'écrire sa thèse quand on est prisonnier de guerre que quand on est en prison. Tout à l'heure, vous avez cité Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui était à la tête du mouvement Libération Sud, c'est bien ça? Et qui écrit à propos de Cavaillès: ce professeur de logique possédait la véritable fantaisie qui est l'indépendance. Remonté à Paris, il devait tomber sur une bande de braves gens résistants, mais pieds plats et madrés comme des notaires, voués à toutes les attentes et à tous les doutes. Cela devait lui couper les ailes. Plutôt que de s'incruster dans cette compagnie, il s'en alla avec quelques copains faire sauter des trains, des usines et des transformateurs. Ça dénote un certain caractère. Alors Emmanuel Dastier, de toute façon, il est comme ça, c'est un dandy, il est élégant, mais c'est dit de manière très ironique. Voilà les différends qu'il avait autour du comité directeur, enfin au sein du comité directeur de Libération Nord, parce que c'est vrai que c'était une sorte d'alliance entre syndicalistes, chrétiens et socialistes, qui était en soi un défi, parce que c'était des syndicalismes qui ne se rapprochaient pas. Ensuite, ils avaient peut-être été pieds plats et madrés comme des notaires, mais c'est pas juste de dire ça, parce qu'ils ont été parmi les premiers, dans le manifeste du syndicalisme de novembre 1940, à protester pour la liberté du syndicalisme et contre les persécutions antisémites. Ils ont été les premiers. Mais ils ont une forme de résistance que l'on pourrait qualifier d'attentiste dans les débats internes à la résistance. C'est parce que, quand même, la question centrale, s'il y a nécessité d'action, tout le monde est d'accord là-dessus, mais quelle action? Donc, est-ce que on préserve l'outil syndical pour la libération, parce que c'est ça, la maison mère, et c'est ce à quoi on tient, ou est-ce que on s'engage au risque d'y perdre les quelques troupes? On n'est pas armé, on manque d'argent. Vous voyez, c'est tout un problème aussi. La résistance, elle est quand même assez démunie. Et donc, ces débats internes, moi, je trouve qu'il ne faut pas Emmanuel Dastier, c'est ses formules qui sont drôles, il faut le dire. Mais c'est pas des divergences entre caractères, ce sont des divergences en termes d'horizon. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le très immédiat, le temps très court? Est-ce qu'on est à moyen terme ou est-ce qu'on est dans le temps très long? Et la résistance, elle s'articule beaucoup par rapport à la perception du temps. Quand on fait des sauvetages d'enfants ou de réprouvés, on travaille dans une certaine durée. Quand on pense qu'il faut les États-Unis d'Europe à l'horizon de la libération, parce que la libération nationale ne suffit pas, on est dans un autre temps. Donc chacun se projette et je pense articule et choisit son action en fonction de la projection. Pour Cavaillès, c'est l'activisme. Et cette vision, finalement, de l'histoire qui est la sienne, ne s'intéresse qu'au présent, au très présent. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'expliquer en quoi l'activité de chercheur cumulée à l'activité de résistant de Cavaillès continue d'irriguer la pensée mathématique d'aujourd'hui?
Jean-Jacques Cécile, ou bien Ouria, ou bien Ayla. C'est difficile parce que d'abord les chercheurs sont extrêmement différents, des tempéraments extrêmement différents, des individus très différents. Cela dit, il n'en reste pas moins, disons que l'activité scientifique, en particulier l'activité mathématique, impose une rigueur, une discipline, une épreuve difficile, et le plus souvent, si on veut faire quelque chose dans ce milieu, une sorte de révolte contre l'état existant, essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été dit, qui n'a pas encore été fait, ce qui suppose de se poser en s'opposant à cette communauté, et toute une aventure qui est un risque, parce que au bout du compte, on peut arriver à rien, mais on aura pris le risque de faire quelque chose d'autre. C'est très bien décrit, et on peut le dire bien sûr d'un chercheur mathématicien, on peut le dire d'un chercheur tout court, qu'il soit mathématicien ou physicien ou philosophe ou sociologue, ou voilà. C'est effectivement la rigueur de pensée que tous ces chercheurs partagent. Lorsqu'on est vraiment engagé dans ce qu'on pense et ce qu'on écrit et ce qu'on veut transmettre, eh bien effectivement il y a une certaine rigueur qui fait que ça vous dispose peut-être à réfléchir dans des moments cruciaux. Bon, c'est pas moi, Étienne Klein, qui vous citerai l'exemple de Laurent Schwartz. Donc je pense que il y a eu un héritage de Cavaillès, il est peut-être pas éclatant, mais je pense qu'il y a eu un héritage de Cavaillès, de cette espèce d'engagement, que ce soit dans le travail professionnel ou dans les tâches de la vie. Mais comment expliquer qu'il soit si difficile de raconter sa vie en détail? Pourquoi il y a si peu de photos, par exemple? C'est parce qu'il a très peu vécu. Il est mort à 40 ans et il n'était pas une personnalité connue des Français. On n'a pas de sources, il n'y a pas eu d'article de presse sur lui. C'était pas Guynemer. Avant-guerre, on aurait eu beaucoup plus de sources. Et ce qu'on retient de lui, c'est sans doute qu'il a quand même assez frappé ses contemporains pour que chacun ait eu quelques mots dans ses mémoires sur lui. Personne ne l'a oublié. Mais pour répondre à ce que disait Ouria et confirmer, je trouve que dans la résistance, il y a un geste qui est quand même celui de la pensée. Alors qu'on soit prédisposé à penser quand on est chercheur, philosophe, mathématicien, plus que d'autres, certainement. Mais je pense que c'est faire la différence entre penser et raisonner. Parce qu'à Vichy, on raisonne beaucoup. Et la collaboration aussi résonne énormément, c'est-à-dire qu'il raisonne. Il raisonne sur le fait que, puisque l'Europe est allemande et que nous avons un troisième Reich promis pour 1000 ans, eh bien, on n'a qu'à se mettre dans les roues des vainqueurs, puisqu'on est définitivement vaincu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On aménage le présent. Or, le geste résistant, c'est justement de le pulvériser, ce présent, enfin, de le faire autre. Et ça, c'est une pensée explosive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est une pensée qui est active. Alors que raisonner, voilà. Et ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de l'engagement de Cavaillès ou d'autres dans la résistance, c'est que on peut certes risquer sa vie, risquer la vie des siens, parce qu'il y a aussi sa famille, mais penser est plus dangereux que raisonner. Et ça, c'est une leçon encore actuelle. Je veux parler de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on raisonne plus qu'on ne pense aujourd'hui aussi. Donc. Mais est-ce que vous êtes capable de dire ce par quoi il frappait tous ceux qui le rencontraient? Par exemple, René Brouillet, qui a été, je crois, membre du cabinet de Charles de Gaulle, dit « Qui a vu le regard bleu de Cavaillès a vu l'intelligence ». Le regard a beaucoup magnétisé tous ses condisciples, tous les gens qui l'ont croisé, rencontré. Le regard, beaucoup plus que la voix. Christian Pineau dit qu'il était impressionné et qu'il ne ressemblait pas aux autres, c'est-à-dire qu'il était différent. Oui, tout à fait, il était différent. Il était différent, c'est en ce sens que j'ai commencé par dire que c'était un personnage qui s'est fait tout seul, d'une certaine manière. Et ce que je voulais dire aussi, on a assez peu de documents parce que les documents qui ont pu exister étaient aux mains de Gabrielle Ferrière. Et sa sœur. Et
ils appartenaient à une famille assez discrète et elle n'a pas tout donné au public. Par conséquent, Ni aux chercheurs. ni au public, ni aux chercheurs. Elle a laissé filtrer ce qu'elle a bien voulu. Donc, d'une certaine façon, on a des filtres. L'essentiel étant celui de sa sœur. Ceci dit, aux archives nationales, il y a tout un ensemble de lettres que Nicole Racine, qui est maintenant décédée, avait décryptées, etc., mais qui bizarrement n'apportent pas quelque chose de fracassant par rapport à ce qu'a dit sa sœur. Et donc finalement, on en est réduit au témoignage. Le premier, c'est celui de sa sœur, le livre de Gabrielle Ferrière, et puis les quelques mots qu'on dit... comme vous l'avez dit, Emmanuel Dacier de la Vigerie, Lucie Aubrac, qui était extrêmement élogieuse, et jusqu'à la fin de ses jours, puisque je l'ai assez bien connue, complètement impressionnée par Cavaillès, qui avait une personnalité tout à fait impressionnante. Un rayonnement. Et les agents de son spécial. réseau qu'on avait encore pu joindre quand on a publié ce livre en 2002... pleurait à l'évocation de son nom. Je me souviens, j'avais assisté à ce colloque du 17 février 2014, et Pierre-Yves Canu qui avait fait un exposé, alors qu'il était résistant dans le réseau de Cavaillès, sans savoir que son ancien professeur était la tête du réseau, on parlait avec beaucoup d'émotion. Tout à fait. Alors, on approche du terme de cette émission, je voulais qu'on se livre un petit exercice. Imaginez que Cavaillès entre dans ce studio. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelles questions auriez-vous à lui poser? Auréa Sinasseur. Passez le moment d'émotion, évidemment. Oui. Bon, moi, je dirais, que pensez-vous de l'état de la philosophie aujourd'hui? Alia Gland. Alors moi, je serais très factuelle. Qu'avez-vous fait entre février 1944 et avril 1944? Quelles sont les hypothèses? Soit il était mort. Non, qu'il a dû être interrogé quelque part dans un lieu secret parce que tout ne se passe pas en prison. Est-ce qu'on sait s'il a été torturé, par exemple? Mais il a fatalement été torturé, au moins psychologiquement, puisqu'ils ont arrêté sa sœur et son beau-frère. Ils le tiennent au moins psychologiquement, ils ont sa sœur. Jean-Jacques Sésignas. Moi, je lui poserais la question comment s'engager aujourd'hui. Tout ce travail que nous avons accompli, que des gens peuvent accomplir en travaillant 18 heures sur 24 sur des mathématiques, sur des problèmes, sur de la physique. Comment faire pour qu'ils puissent se diffuser, se traduire, avoir des effets sur cette société qui est dans un état attristant. Et vous pensez qu'il aurait des réponses? Ça supposerait qu'il connaisse la situation présente. Je ne sais pas s'il aurait des réponses. Moi, j'imaginais de le faire revenir par une capsule temporelle depuis 1944 jusqu'à aujourd'hui. Et on en serait ravis, on le ferait enseigner. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il nous manque. Oui. Bon, nous manque une pensée telle que celle de Cavaillès. Je pense qu'elle nous manque cruellement aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois d'être venus à la Conversation Scientifique. C'était donc la Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation Thomas Jost.